Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur Xspace, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Débat de Cité MKO, le énième débat. Pardon pour ces 2 minutes de retard, j'étais juste en train de régler quelques logistiques, justement pour reprendre pile poil à l'heure, et il se trouve qu'on a dépassé de 2 minutes, je suis désolé. Alors, ce space de ce soir nous amène donc à parler de la France en Afrique depuis Emmanuel. Et pour tous ceux qui m'en voudront pour cette manière d'intituler le sujet, il faut savoir que c'est pour les besoins justement de ce space simplement que l'on s'est autorisé à parler de Emmanuel. Il s'agit bien évidemment du président de la République française, Emmanuel Macron. Notre invitée ce soir est Lucie Varenne, qui est journaliste, et elle sera présentée tout à l'heure par Christelle Pauline Daubion. Mais dès à présent, je suis ravi d'avoir donc Ali et Brigitte à mes côtés pour la co-animation de ce space et la prise de parole. Et bien évidemment, toutes les personnes qui doivent prendre la parole par la suite de la présentation durant la première heure sont les bienvenues. Je m'autorise simplement à faire cette première introduction en vous disant que, décidément, les défenseurs de l'empire colonial français ont la rancune durable et tenace. Ils n'ont jamais cessé de prôner le maintien des colonies au sein de la grande communauté française, formant un ensemble impérial homogène censé être idyllique pour poursuivre la mission d'évangélisation et de civilisation, comme si les ancêtres des Africains que nous sommes étaient aussi gaulois. C'est cette idéologie, bien évidemment, qui a conduit la France coloniale à régler ces différends avec ceux qui refusaient d'adhérer à la communauté française. En premier, la Guinée-Conakry qui a payé le prix fort pour avoir refusé la proposition de Gaulle lors du référendum sur le maintien dans cette communauté. La France rêvait d'un empire s'étendant de Paris à l'Oural, englobant l'Afrique, l'Asie et l'océan. L'Algérie est le deuxième pays, justement, qui a vécu une guerre sanglante et prolongée, laissant des cicatrices encore visibles dans les relations France-Algérie. Avec l'avènement des indépendances, la France a été officiellement succédée par des dirigeants africains authentiques, plus reconnus par leur charisme que par leur vote populaire. Personne ne contestait leur présence à la tête de leur pays, qu'il s'agisse de Modibo Keïta, de Léopold Sédar Senghor, de Houphouët-Boigny, de Hamani Diori ou de Amadou Ahidjo. Bien que l'époque coloniale soit passée, l'idée de la communauté française reste vivace dans l'esprit de ses ardents défenseurs. Le président poète écrivait sans doute mieux en français qu'il ne parlait en wolof, et sans accent peut-être. Houphouët-Boigny avait pour ambition de développer la Côte d'Ivoire à la manière européenne et sans doute française. Cependant, d'autres leaders comme Ahmed Sékou Touré, Modibo Keïta que j'ai cité plus haut, n'adhéraient pas à cette vision. On se souvient des discours virulents de Sékou Touré contre l'impérialisme et les valets de l'impérialisme qui voyaient comme des Africains collaborant avec les puissances étrangères, sacrifiant l'indépendance et le développement de leur pays pour des gains personnels. Il est traité de traître à la cause panafricaine, prônant la vigilance contre toute forme de domination étrangère et appelant à l'unité africaine pour atteindre l'autosuffisance économique. La fin de l'empire colonial et les indépendances africaines ont marqué un tournant crucial au XXe siècle
avec une décolonisation complexe et souvent tumultueuse, s'étendant principalement de 1945 à 1975. Le contexte historique, bien évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale avec le fait que les puissances coloniales européennes étaient économiquement affaiblies et politiquement aussi, ce qui a renforcé donc les mouvements nationalistes dans les colonies et les idéaux de liberté et d'autodétermination ont très vite inspiré les leaders africains dans leur quête d'indépendance. Il y a aussi la pression internationale, la création du système des Nations Unies et l'émergence des États-Unis et de l'Union soviétique ont accentué donc la pression pour la décolonisation, les superpuissances désapprouvant le maintien d'empires coloniaux. Il y a aussi les mouvements nationalistes, toujours au plan historique, des leaders comme Kwame Nkrumah, même s'il n'est pas francophone, comme Jomo Kenyatta, même s'il n'est pas francophone, Léopold Sédar Senghor, ont émergé, utilisant leur éducation européenne pour mobiliser les populations locales. Pour faire simplement quelques chronologies, il faut savoir qu'en 1947, Madagascar se soulève contre la domination française, réprimée violemment. En 1951, la Libye devient le premier pays africain indépendant après la guerre. En 1957, le Ghana obtient son indépendance, le premier en Afrique subsaharienne. En 1960, sont appelés l'année de l'Afrique, du moins 17 pays accèdent à l'indépendance. En 1963, c'est la naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, qui est créée donc pour soutenir les mouvements de libération. En 1975, l'Angola, le Mozambique et la Guinée-Bissau obtiennent leur indépendance après des guerres prolongées. Il y a eu quelques conséquences et quelques défis également. Les frontières qui ont été héritées de la colonisation, les frontières coloniales, souvent arbitraires, ont causé de nombreuses tensions post-indépendance. Vous savez, le principe de l'intangibilité des frontières au niveau de l'Organisation de l'Unité africaine. Il y a eu des problèmes économiques. Les nouvelles économies dépendaient de l'exportation de matières premières avec peu d'industrie locale, posant des défis de développement. Il y a eu une série d'instabilités politiques qui ont conduit à des coups d'État, des dictatures et des guerres civiles ont été fréquentes, exacerbées notamment par la guerre froide et des ingérences étrangères. Il y a eu la question de l'identité et de la culture. Les États ont dû jongler justement entre les héritages coloniaux et la réaffirmation de leurs identités culturelles. Et entre les deux, on a été comme dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Ainsi, la fin de l'empire colonial et les indépendances africaines ont inauguré une ère nouvelle, riche en promesses, mais aussi en défis. Les relations franco-africaines, souvent qualifiées de France-Afrique, sont complexes. Ce terme, pendant longtemps, a désigné des liens politiques, économiques et militaires étroits, mais controversés entre la France et ses anciennes colonies. Sous la présidence notamment d'Emmanuel Macron, la France a tenté de redéfinir, suivant ses vues, à sa manière, ses relations, cherchant ainsi à construire une nouvelle dynamique soi-disant basée sur le respect mutuel et le partenariat équitable. Bien évidemment, le président Emmanuel Macron, pour ne citer que celui-ci, a cru devoir prendre des initiatives notables. Il a, par le biais de discours et d'engagements prononcés notamment à l'occasion de ses voyages en Afrique en 2017 à Ouagadougou, prônant donc une nouvelle ère des relations France-Afrique, où il disait que la France-Afrique était terminée. C'est dans le même contexte que des réformes militaires ont été entreprises justement pour réduire la présence militaire française tout en soutenant des initiatives africaines de sécurité comme le G5 Sahel, mais il est clair également que ces initiatives ont été contestées et souvent de la façon la plus violente. Il y a eu justement des tentatives de coopération économique et culturelle, notamment pour essayer d'encourager des investissements bilatéraux et promouvoir la culture africaine en France et en Afrique et vice-versa. Il est clair qu'il s'agit d'initiatives qui n'ont pas connu véritablement des résultats probants. La restitution même des objets culturels, si elle a été appréciée un temps soit peu, a donné l'impression véritablement que cette France coloniale
se poursuivait et s'est poursuivi pendant très longtemps. Un certain soutien à la jeunesse, notamment par rapport aux initiatives qui ont été prises en faveur de la jeunesse africaine à travers l'éducation, à travers l'entrepreneuriat, à travers l'innovation. Malgré ces efforts, la France continue encore de faire face à des critiques assez violentes, notamment concernant sa présence militaire en Afrique, des critiques violentes concernant une certaine arrogance, notamment du président de la République française, des critiques violentes lorsqu'il s'agit de rapports France-Afrique que les Africains ont toujours perçus comme étant des rapports de domination et qui donnent l'impression véritablement d'être dans un néocolonialisme ou un impérialisme qui dit pas son nom. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de la présentation. Et comme je vous l'ai dit d'entrée, je me réjouis de la présence de Lucie Varenne, qui est journaliste. Et je vais donc demander, bien évidemment, à Christelle Pauline Daubion de monter pour présenter Madame Lucie Varenne. Christelle Daubion, je t'adresse une invitation à parler parce que je pensais que je l'avais fait. Donc, tu peux monter et prendre la parole et nous présenter notre invité. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ce soir notre invitée exceptionnelle, Leslie Varenne, qui est directrice de l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, plus connu sous le nom d'IVERIS. Son parcours en fait l'une des voies les plus respectées lorsqu'il s'agit de comprendre les relations complexes entre la France et l'Afrique. Journaliste d'investigation pendant plus de 2 décennies, Leslie Varenne s'est spécialisée dans les relations internationales et les dynamiques géopolitiques du continent africain. Sa carrière l'a menée aux 4 coins d'Afrique où elle a découvert des enjeux aussi variés que les crises sécuritaires, les transitions politiques et les stratégies de développement économique. Aujourd'hui, c'est en tant qu'auteure et chercheuse qu'elle continue à apporter une lecture fine et éclairée des problématiques africaines. Son dernier ouvrage, Emmanuel au Sahel, itinéraire d'une défaite, met en lumière les nombreux échecs de la politique africaine d'Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Nous sommes donc ici afin de pouvoir examiner tous ensemble cette question de la France en Afrique. Que reste-t-il après Emmanuel? En mai 2017, Emmanuel Macron posait pour la première fois le pied en Afrique sur la base militaire de Barkhane à Gao au Mali. Il déclarait avec une détermination sans faille que l'opération Barkhane ne prendrait fin que lorsque les États du Sahel auraient retrouvé leur pleine souveraineté et que les terroristes islamistes auraient été éradiqués. Pourtant, nous pouvons constater que 7 ans plus tard, c'est vraiment accablant et l'armée française a dû quitter le Mali, le Burkina et plus récemment le Niger. Tandis que le Tchad semble également suivre cette tendance. Plus qu'une simple déroute militaire, c'est vraiment un échec politique retentissant. Ce retrait massif symbolise non seulement le déclin de l'influence française en Afrique, mais aussi une remise en question profonde du rôle de la France dans cette région historiquement liée à elle. Alors ce soir, avec Leslie Varenne, nous allons explorer les raisons de cet échec, manque de stratégie, méconnaissance des réalités locales, erreur de jugement et les relations parfois tendues entre Emmanuel Macron et les dirigeants africains. Mais au-delà du diagnostic, nous nous interrogerons sur l'avenir. Que reste-t-il de la relation France-Afrique? Les pays africains, dans un contexte de nouveaux partenariats émergents avec d'autres puissances mondiales comme la Russie et la Chine, ont-ils désormais les clés de leur propre destin? En tant que spécialiste des relations franco-africaines, Leslie Varenne nous apportera ce soir des éclairages précieux sur cette transition complexe et sur ce qui pourrait bien marquer la fin d'une ère. Alors, soyons prêts pour cette discussion riche et passionnante.
Je suis fier de Christelle Pauline Dobion. Cette jeunesse montante africaine va prendre sans doute le relais et je suis d'autant plus fier que progressivement, mais sûrement, elle prend ses marques, elle agit. Et bien évidemment, bravo à cette superbe équipe de débat de cité MKO et à Irène que je veux saluer, à Christelle que je veux saluer, à Coco que je veux saluer, à 1900 que je veux saluer, Mamadou Koné, et puis Ibrahim et toutes les personnes. Merci. Et à l'ensemble des panélistes également. Mille excuses à Leslie Varenne que j'ai dû appeler malencontreusement Lucie. Elle s'appelle Leslie Varenne et non pas Lucie. Ali et Brigitte, je vous ai appelé pour co-animer avec moi. Ali, l'empire colonial français a encore des vieux jours en Afrique. Oui, bonsoir à tout le monde et puis merci à Doyen Mamadou de m'avoir associé à cette initiative-là. J'avoue que j'ai été un peu surpris tout de même parce que ça fait partie des sujets sur lesquels lui et moi on a des points de rupture, mais on en a plusieurs. Rupture générationnelle, intellectuelle, idéologique. Donc je l'en remercie. Sachant ça, il m'a quand même associé, donc je ne pouvais pas décliner parce que c'est forcément intéressant et puis ces débats sont pleins de rebondissements, d'intérêt. Voilà, quoi qu'on soit pas d'accord. Donc là, je l'en remercie. Et puis moi, je suis pas du tout modéré, alors que pour être modérateur, il faut être modéré. Je suis assez radical sur ces questions-là aussi. Mais bon, j'essaierai de faire le vrai modérateur. J'espère que je vais y arriver. Donc oui, Maître Mamadou, doyen, comme je l'appelle, lui et mon second doyen Amine, il a raison de dire que l'empire colonial a encore de vieux jours. On en apprendra un peu plus sur moi avec Madame Leslie Varenne, dont je fréquente aussi la littérature, notamment celle qui a été produite sur la Côte d'Ivoire, voilà, à Bobo la guerre, c'était ça le titre. Donc oui, il a de vieux jours, je crois même qu'il a de jeunes jours en partant de certaines tendances, à condition qu'on soit très vif, très éveillé sur certains éléments de langage, certains processus, sur la description de la bête, s'il faut considérer ça comme une bête, ce qui est le cas pour moi. Donc voilà, comme ça, je peux broder sur ça ou autour de ça pour introduire, mais c'est pas la parole revient beaucoup plus à Madame Leslie que nous. Nous sommes des modérateurs. Donc voilà, si je peux introduire comme ça. Et puis je ferme vite mon micro pour écouter avec beaucoup d'attention, tout en remerciant de nouveau doyen Mamadou. Voilà, et merci, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Merci beaucoup Ali, tu es le bienvenu ici, tu prends la parole quand tu veux, tu t'exprimes quand tu veux. Le fait de ne pas être d'accord ne peut pas nous donner l'occasion de ne pas nous rencontrer. Le pire est de ne pas s'entendre et en s'entendant, au moins on constatera les points sur lesquels on n'est pas d'accord. Je voulais saluer donc à ta suite la présence de Brigitte également, que j'ai invitée dans le cadre de ce space, qui est une habituée de ce space. Brigitte, la France-Afrique aujourd'hui, on est plus entre désespoir que espoir, plutôt que espoir et désespoir. Oui, tout à fait. Merci maître. Merci de me donner la parole. Et je suis ravie de voir autant de beau monde sur ce space aujourd'hui. Leslie, je vous préviens, quand on arrive ici, on devient très très vite addict, comme je le suis devenu, l'espèce de maître Konaté le dimanche soir. Voilà, je vais très 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 vite passer la parole à l'invité et je me permettrai de la reprendre après. Mais ce que je voulais dire moi, c'est que moi j'ai une obsession depuis des années et j'explique aux Africains que ce qui fait du tort à l'Afrique, c'est le système de Gaulle, de répartition du travail que de Gaulle a mis en place et qui se perpétue encore aujourd'hui. Ce système qui consiste à contenir les colonies dans la production de matières premières et la transformation étant exclusivement réservée à la métropole qui exporte ses produits manufacturés vers l'Afrique. Sauf que cela fait longtemps que la France n'est plus une puissance industrielle, elle a été supplantée par la Chine depuis très très longtemps, par le Japon avant la Chine, et pourtant l'Afrique, les dirigeants africains maintiennent le continent dans cette production exclusive et exportation de matières premières, et aucun pays au monde ne s'est développé en exportant exclusivement des matières premières. Donc, pour se sortir de la dépendance de l'Afrique, il faut industrialiser l'Afrique. Point. Voilà. Je vous redonne la parole. Merci, maître.
Merci infiniment, Brigitte. Vous êtes la bienvenue ici. Vous prenez la parole quand vous voulez, vous vous exprimez comme vous voulez. Je n'ai absolument aucun doute que Brigitte et Ali, aujourd'hui, vont contribuer en présence de Christelle également, qui pourra prendre la parole quand elle veut, vont permettre donc véritablement d'animer ce débat. Alors, Leslie Varenne, merci d'être là, bienvenue. Nous avons prévu depuis un mois ou un mois et demi que vous allez passer ici. Nous avons fixé la date et à cette date-là, vous avez accepté de venir débattre avec nous et bien évidemment, nous vous en remercions. Est-ce que Emmanuel s'est perdu au Sahel? C'est une bonne question. D'abord, en avant-propos, j'aimerais remercier tout le monde, vous pour votre invitation, Maître Konaté, Pauline pour sa très jolie présentation. Je ne connais pas Ali, mais je le remercie d'être là. J'aime bien la radicalité, donc on va voir si il y a des frictions ou pas ce soir. Et je suis très agréablement surprise de rencontrer Brigitte sur ce space, puisque nous nous connaissons déjà, même si ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Donc la question était, et je partage avec elle cette obsession de l'industrialisation de l'Afrique, parce que évidemment, ça c'est un de mes grands sujets, parce qu'évidemment il n'y a pas de développement sans industrialisation, mais c'est peut-être un autre débat. C'est pas le débat de ce soir, mais c'est un autre débat. Donc la question était, est-ce que vous pouvez me rappeler la question, Maître Konaté, s'il vous plaît? Est-ce que Emmanuel s'est égaré au Sahel? Je crois qu'Emmanuel Macron s'est égaré un peu partout et que, en fait, il n'a pas géré la politique sahélienne différemment de la manière dont il gère les autres dossiers en France. Sauf que ça, et si on prend les autres dossiers français, on trouvera les mêmes fautes et les mêmes erreurs, sauf que bien sûr, quand il s'agit de politique internationale, c'est toujours beaucoup plus douloureux parce que ça ne concerne pas seulement les citoyens français, ça concerne d'autres citoyens et on était engagé dans une guerre, donc une guerre c'est aussi beaucoup de douleurs, des morts, des blessés, des réfugiés, des déplacés, des gens qui souffrent, donc ça prend forcément une autre dimension. Je pense que quand Emmanuel Macron arrive au pouvoir en 2017, il est absolument persuadé, intimement persuadé qu'il va réussir, que François Hollande était un peu mou, qu'il comprenait pas les choses et que lui allait prendre ce dossier à bras le corps et qu'il allait et qu'il allait tout régler. D'ailleurs, il le dit dans son premier discours à Gao que Pauline a rappelé. Il le dit, j'ai les clés pour parvenir à la paix. Les clés, c'est la voie diplomatique, la Syrie et la Libye, des voies diplomatiques qu'il n'a d'ailleurs jamais suivies. Et puis c'est les accords d'Alger. Et je serai intraitable, dit-il déjà 5 jours après son investiture. Je serai intraitable avec tous les partenaires. Et il parle de l'Algérie et il parle bien entendu du Mali. Je crois que la première erreur qu'il a faite, c'était de ne pas analyser l'état du Sahel quand il prend le dossier en main, parce que déjà ça n'allait pas bien. Déjà en 2017, souvenez-vous, ce qu'on appelle le sentiment anti-français et que moi j'appelle le rejet de la politique française, parce que je ne pense pas qu'il y ait de sentiment anti-français, mais il y a un rejet puissant, fondamental de la politique française. En 2017, le rejet de la politique française est déjà à un niveau très élevé. Il faut pas oublier quand même qu'il y a eu l'intervention militaire en Libye et il y a eu l'intervention militaire en Côte d'Ivoire qui a fait énormément de mal. Donc, et il y avait déjà ces deux points-là. Et puis, en 2017, Barkhane est déjà totalement ensablé. Serval avait réussi sa mission en chassant les djihadistes du nord du Mali, mais elle les avait chassés, même si Serval a tué beaucoup de djihadistes. Ça ne règle pas ce qu'on appelle en langage militaire le body count,
ça ne règle jamais une guerre. On l'a vu en Afghanistan, et la France est partie dans cette guerre de la même manière que les Américains sont partis en Afghanistan. Et le résultat, d'ailleurs, est le même. Donc, Barkhane est déjà ensablé. Les Maliens qui avaient applaudi au départ l'opération Serval commencent à être vraiment mécontents contre la France pour des tas de raisons. Si vous voulez, on y reviendra, mais la raison de leur mécontentement, c'est que la sécurité et la paix ne sont pas revenus dans le pays au bout de 4 ans d'intervention française. Donc, il fait pas les bonnes analyses, il se demande pas ce qu'il faut changer, il pense qu'il en faut plus. Donc, son erreur fondamentale, c'est d'avoir voulu faire plus de ce qui ne marchait pas, et ce qui ne marchait déjà pas, parce qu'il fait pas la bonne analyse du dossier, il connaît pas l'Afrique et ses conseillers ne connaissent pas l'Afrique, et les militaires sont dans leur train-train habituel, et donc ça ne fonctionne pas. À ça s'ajoute un certain nombre de choses, et la première des choses, c'est la personnalité d'Emmanuel Macron. C'est qu'il est très vite conflictuel, et il va être conflictuel avec les chefs d'État sahéliens. Ça se passe pas bien avec les chefs d'État sahéliens, avec aucun d'entre eux. Avec certains, comme le président mauritanien, ça pose peu de problèmes parce que la Mauritanie n'est pas impactée, mais avec Ibrahim Boubacar Keïta, ça se passe pas bien, avec Roch Marc Kaboré, ça se passe pas bien, avec Déby, contrairement à ce qu'on a pu penser, ça se passe très mal. Le seul avec qui ça se passe bien à l'époque, parce qu'il s'est donné le change, et on verra après, c'est Mamadou Issoufou. Donc il y a un espèce de cumul d'échecs stratégiques, et une présidence française qui est, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre d'un jeune président, qui ne change rien fondamentalement au rapport entre la France et l'Afrique, et qui se montre très arrogante. Or, on est dans une situation en 2017 qui a beaucoup changé. D'abord, les Africains ont beaucoup changé, et il y a des choses qui leur sont devenues à juste titre insupportables. Ça, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est que, comme je l'ai dit, on ramène pas la paix. Il y a toute une conjonction des planètes. Il y a la Russie qui est revenue dans le jeu en Afrique à partir de la fin 2016, en Libye, mais qui en 2017 commence doucement à rentrer en Afrique, et en 2018 elle va être de plus en plus présente, et en 2019 il y a le sommet de Sochi. Donc quand même, là on sent que il y a un grand bouleversement, parce que les 5 présidents du G5 Sahel se retrouvent tous à Sochi. Ça, c'est un moment qu'Emmanuel Macron vit extrêmement mal, parce que quelques années avant, et c'est ce qui montre d'ailleurs l'étendue des bouleversements, c'est que quelques années avant, les présidents africains auraient pas osé se rendre à une invitation de la Russie de cette manière-là. Et surtout, les déclarations qu'ils font au moment du sommet de Sochi, hein. Ils sont Roch, Marc-Christian Caboret, Déby, Ibrahim Boubacar Keïta disent tous à ce moment-là qu'ils ont le droit de changer de partenaire, que la Russie est un partenaire important dans l'aide militaire, etc. Donc c'est des moments assez forts. Et au lieu d'apaiser les tensions, comme chaque fois qu'Emmanuel Macron est en difficulté, au lieu d'apaiser les tensions, il remet de la conflictualité, et par exemple, ça va être très clair au moment du sommet de Pau. Dans mon livre, d'ailleurs, je dis, et je le pense vraiment, que le sommet de Pau, donc c'est pas la peine que j'explique aux gens, parce que je pense que tous les gens sur ce space se rappellent du sommet de Pau, mais si on veut, je rappellerai. Le sommet de Pau, c'est et la façon dont il convoque les présidents, alors que on était dans un moment extrêmement douloureux, difficile, puisque c'était une époque où les djihadistes et du JNIM et de l'État islamique attaquaient toutes les bases militaires, et il y a eu des catastrophes épouvantables avec
100 morts à Gossi, je ne sais plus les noms, à Chinagodar. Enfin bon, il y a eu quand même beaucoup de bases militaires attaquées. Avec, si on cumule, il y a dû y avoir en 3 ou 4 mois presque 500 militaires sahéliens qui sont morts. Et ça, c'est la convocation du sommet de Pau ne passe pas. Et c'est à mon avis, c'est à ce moment-là, même s'il le sait pas, même s'il dit que le sommet de Pau s'est bien passé, c'est à mon avis à ce moment-là qu'il va perdre les États du Sahel et c'est ce moment qui va déclencher tout ce qu'on va voir après, jusqu'à ce que la France soit obligée de partir. Et imaginez par exemple que les États du Sahel eux-mêmes s'étaient mis dans la peau de gens qui voulaient remettre en cause ce type de rapport, notamment avec la France et plus particulièrement avec Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que on a affaire à cette époque-là, on n'a pas les dirigeants d'aujourd'hui. On a affaire à des dirigeants qui sont presque tous francophiles, francophones en tout cas, mais aussi pour beaucoup francophiles, qui sont des dirigeants âgés, qui ont vu passer au moins Déby a vu passer 5 ou 6 chefs d'État français et ils comprennent pas que ce gamin de 40 ans vient de leur donner des leçons. En plus, Emmanuel Macron ne comprend pas grand-chose à la chose militaire et ça passe très mal. Les leçons du gamin, ça passe très mal. Donc ça. Moi, je veux relancer un peu Madame Varenne sur une question parce que ça fait 2 fois qu'elle le dit. C'est l'argument selon lequel Macron ne connaîtrait pas l'Afrique. Bien évidemment, on peut le manier à partir de plusieurs pendants. Mais déjà, moi, je la relance. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il n'y a pas une erreur d'appréciation sur cet argument-là? Déjà, Macron lui-même, il se plaisait à dire, en tout cas, à qui voulait l'entendre, il rappelait le fait qu'il ait fait 6 mois de stage en Afrique, notamment au Nigeria, lorsqu'il était à l'ENA, dans sa fameuse promotion Senghor. Mais plus profond que ça, c'est que on constate dès l'arrivée de M. Macron, en tout cas pour ceux qui rêvaient de changement, ça n'a jamais été le cas pour moi, que il maintient un système. Je dis, vous prenez le cas, bon, je pourrais citer plusieurs noms qui vont assez ennuyer, mais je prends un cas assez précis, par exemple, Monsieur Bernard Rogel, qui l'a conservé, dont on sait le rôle. Après, il y a tout le système Le Drian qui a été conservé. Bernard, Donc moi, Monsieur Bernard. Rogel, Monsieur Bernard Rogel. Donc, moi, est-ce que on ne se méprend pas sur le fait qu'il ne connaissait pas? Est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise interprétation? Je crois qu'aucun président français ne connaît réellement, comme on le pense, l'Afrique. D'ailleurs, il faut vous rappeler de cette fameuse phrase de Sankara: la France ne comprend pas l'Afrique, il est temps qu'elle la comprenne. En réalité, est-ce que c'est pas ils ne la connaissent pas telle qu'on aurait voulu qu'ils la connaissent d'un point de vue de l'émancipation des Africains, mais en réalité, il le connaît, il s'inscrivait pleinement dans un système, vu qu'il n'a pas balayé le système Le Drian qu'il a trouvé, il a collaboré avec des gens qui avaient un passé très douteux en termes de rapport avec l'Afrique. Donc, entre le discours et la réalité, est-ce qu'il n'y a pas un divorce? Et est-ce que vous ne vous méprenez pas en l'estimant qu'il ne connaissait pas? Voilà, moi, sur quoi je vous relance déjà pour entretenir un peu le débat. Oui, c'est intéressant. Est-ce que Macron entretient le système en place? Et en tout cas, il le révolutionne pas. Il dit vouloir le révolutionner, mais il révolutionne pas le système. Néanmoins, si vous voulez, il y a quand même une perte de connaissances qui est abyssale. Ça, on ne peut pas nier ça. D'abord parce que Macron n'utilise pas les compétences du Quai d'Orsay. Au Quai d'Orsay, il y a quand même certains connaissent quand même les dossiers, ont de l'antériorité. Donc, je pense que ça, c'est une chose certaine. Or, Macron ne fait jamais appel au Quai d'Orsay. Donc ça, c'est une première chose. Son conseiller Afrique, Franck Paris de l'époque, c'est pas quelqu'un qui a une grande expérience de l'Afrique. Donc oui, on peut clairement parler de méconnaissance. Après, savoir s'il entretient un système ou pas, les deux sont possibles. Il peut méconnaître et entretenir le système. En tout cas, preuve en est qu'il l'a pas révolutionné. Mais voilà, sur les autres chefs d'État, c'était un peu différent parce que Hollande
n'avait pas une grande connaissance de l'Afrique, mais il avait quand même tous ses copains de l'internationale socialiste qui côtoyait quand même depuis une trentaine d'années. Donc, et puis François Hollande, même si je considère qu'en politique internationale ça a été un très mauvais président, et d'ailleurs en partie les erreurs du Sahel lui sont imputables, puisque c'est sous son quinquennat que se fait Barkhane, qui a été à mon avis une erreur de conception. Mais François Hollande avait un rapport plus rond, il n'avait pas de tension avec les chefs d'État. Et les rapports, quoi qu'on dise, on peut penser à la grande politique, à l'état profond, à tout ce que vous voulez, mais il y a aussi la petite histoire, et la petite histoire, elle se fait entre les gens, et elle se fait dans des rapports personnels. Et Hollande n'avait pas de rapport conflictuel avec les chefs d'État, surtout que pas Kaboré ni Déby, mais Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Issoufou et Alpha Condé, etc. C'est des gens qu'il avait connus et qui avaient fait partie. Alpha Condé, je sais pas, mais les autres avaient fait partie de l'internationale socialiste. Donc bon, voilà pour Hollande. Pour Sarkozy. Sarkozy gouvernait. Alors Sarkozy, il est aussi comptable, hein, puisque c'est lui qui fait qui fait. J'aime pas dire qui fait parce qu'il n'était pas tout seul en Libye. On met toujours la France en avant. En Libye, il y avait l'OTAN, donc c'était l'OTAN et la France a participé. Elle a même été en pointe, mais c'était quand même l'OTAN qui intervenait en Libye. Et puis la Côte d'Ivoire. Donc Sarkozy est extrêmement comptable de la situation qui règne en Afrique aujourd'hui. Cependant, Sarkozy, c'était aussi quelqu'un qui avait un entourage, qui avait des conseillers, qui écoutait ses conseillers et qui et qui était moins disruptif quand même, à le dire Macron sur certains sujets de politique internationale, même si on se souvient toujours de cette fameuse phrase l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Mais donc Macron, c'est quand même le premier qui arrive et qui le fait seul et d'une manière autoritaire. Alors que les autres avaient des entourages, avaient des experts, avaient des conseillers, etc. Là, on est sur, on prend les décisions à 2 ou à 3. Donc, j'entends bien ce que vous dites, mais l'un n'empêche pas l'autre. Très bien. Je pense qu'on peut poursuivre justement sur ce que vous avez mis en avant, à savoir le fait pour le président Macron de vouloir faire seul, en dehors des services spécialisés, notamment le Quai d'Orsay, tous ceux qui avaient déjà une certaine connaissance de l'Afrique, en tout cas officielle, dans ses rapports avec la France d'une part, et d'autre part de le faire de façon très arrogante en oubliant d'évidence que l'âge est un handicap en Afrique. Dans la culture africaine, le plus jeune ne peut pas donner de la voix vis-à-vis des personnes beaucoup plus âgées et beaucoup plus mûres forcément, parce que l'expérience, la connaissance, le savoir sont en rapport avec l'âge. Et chez nous, on dit toujours que les choses se font de façon bien ordonnée, suivant l'âge, et l'âge étant un déterminant essentiel de l'expérience. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait en face de lui des pères et des grands-pères. Il a mis non seulement sa poitrine en avant de président de la République française, mais en même temps, il a mis en avant la France en oubliant que cette France-là, et Brigitte a rappelé qu'elle était décadente d'un point de vue industriel, mais elle était tout simplement décadente quand on voit aujourd'hui les autres perspectives qui sont envisagées, notamment par les Africains, du point de vue des débouchés pour aller faire des études, de plus en plus d'Africains contourner la France pour aller dans les pays du Maghreb, pour aller au Canada, pour aller aux États-Unis, en tout cas en Amérique du Nord, évitant la France. Et la langue française elle-même qui était quelque peu en décadence par rapport aux autres langues. Et quand on voit l'option fondamentale d'un pays comme le Rwanda, par exemple, qui après le génocide et après ce conflit larvé avec la France a pris l'option politique de tourner le dos à la France et de tourner le dos à une certaine arrogance française que pendant très longtemps le président Kagame a pointé du doigt et s'est battu contre. Et aller jusqu'à inverser la langue officielle au Rwanda, qui n'est plus français, mais l'option a été anglaise. Alors quand on voit tout cela, et il y a quand même un sujet majeur,
c'est que Emmanuel Macron n'est pas le seul responsable, parce que cette décadence française vis-à-vis de l'Afrique a quand même commencé beaucoup plus tôt. Faut pas oublier que François Mitterrand, même s'il a été un président socialiste, a quand même une part prise fondamentalement dans le colonialisme et dans le maintien de l'Afrique dans cette communauté française. Jacques Chirac lui-même est arrivé au pouvoir en mettant en avant les odeurs. Ça aussi, il faut se le rappeler. Hollande, même s'il ne connaissait pas la France, justement, a joué l'international socialiste dans des conditions telles où on a vu ce qui est advenu de ses copains de l'international socialiste. Et Sarkozy, n'en parlons pas, c'était du frontal. Donc, il y a quand même une série de successions de situations qu'on ne peut pas mettre simplement à la charge des seuls chefs d'État. Ils étaient là au nom de la France et ils ont représenté la France. C'est au nom de la France qu'ils ont pris ces options jusqu'à la dérive totale aujourd'hui qui fait que 4 pays ou 3 pays décident de tourner le dos à l'armée française, de tourner le dos à la coopération française et de s'en prendre à tout ce qui peut ressembler à la France quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de France dans tout cela, Leslie Varenne? Non, mais maître, à ta suite, au fait, il y a quelque chose aussi en tout cas, qui pour moi est un marqueur. Donc, je vais relancer aussi Madame Leslie Varenne dessus. C'est que elle évoque, par exemple, le côté, par exemple, dans le cas de la DGSE. Je crois que sous Macron, il y a une métamorphose qu'il faudrait bien remarquer, qui ne change rien dans le fond. Ça veut dire que les charges qui étaient plus ou moins dévolues en griffe, je mets dévolues en griffe à la DGSE, sont quasiment privatisées. C'est-à-dire que Macron maintient et il renforce même des sortes de cabinets privés à l'Élysée dans son rapport avec l'Afrique, par exemple. Il y a un cas qui est, bon, en tout cas, entre mille autres aussi, comme je disais, je vais pas forcément ennuyer avec des noms, mais c'est quand je parle de système Le Drian, il fait basculer certains membres de ce système-là du Quai d'Orsay à un célèbre hôtel parisien qui est assez connu. Donc moi, je crois qu'il y a plutôt une privatisation de ces rapports-là sur lesquels on doit un peu se pencher. Mais là où je veux avoir l'avis de l'auteur, c'est sur quelque chose qui pour moi relève d'un invariant. Quand vous plongez dans certaines archives des relations entre la France et l'Afrique, moi je préfère dire France-africaine comme ça, pour moi, parce que pour moi, tout ça, ce sont les avatars de la France-Afrique. C'est le spectre de la 5e colonne. Je m'explique et j'aimerais bien entendre l'avis de l'auteur dessus. Quand vous prenez oui, et puis Maître a évoqué Mitterrand, ça serait intéressant. Par exemple, actuellement, aux éditions La Découverte, ils ont sorti un ouvrage de Deltombe sur Mitterrand pour montrer à quel point il n'était pas mieux que les autres. Hein. Donc, on peut être de gauche ou très radical, mais reconnaître que Mitterrand, socialiste, c'est un agent clé de la France-Afrique, de la colonisation. Donc, sur les archives. Donc, voilà. Pour ceux qui s'intéressent, on peut voir le livre de Deltombe. Mais qu'est-ce que je voulais dire? On constate à l'époque que lorsque le Ghana, par exemple, accède à l'indépendance, on reprend mot pour mot les discours qu'on entend aujourd'hui. L'auteur a évoqué, à justice, elle a critiqué le sentiment anti-français, ça serait la Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui voudrait inciter les pays du précaré français, comme on le disait à l'époque, et ça continue maintenant, à se révolter. En réalité, ils n'ont pas envie. On parlait de coopération. Et je constate exactement les mêmes mots dans les éléments du langage de certains ambassadeurs, des services de renseignement français. Est-ce que elle a fait aussi ce constat et est-ce qu'elle remarque pas qu'en réalité tous ces discours-là sont moisis, sont désuets et ne se révisent pas à tenir compte d'une certaine réalité qui est qu'il y a une réelle volonté des rues africaines de rupture radicale, quoi qu'on puisse penser de la façon dont ça s'exprime, avec tout ce système-là et que la France officielle n'a jusque-là pas pris la mesure réelle de cette révolte-là ou cette volonté de révolution face à son rapport à l'Afrique. Voilà. Oui, j'avais coupé mon micro. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Il y a toute une partie en France de gens qui n'ont pas perçu. Mais ça, quand je parle de méconnaissance, c'est aussi de ça que je parle. C'est-à-dire, il y a énormément de gens qui n'ont pas perçu la révolte actuelle, les changements de mentalité, les désirs de la jeunesse, qui sont pas d'ailleurs que de la jeunesse, hein, parce que la jeunesse est en train de tirer tout le monde en Afrique et c'est pas seulement les jeunes, hein, c'est moi j'ai des amis plus âgés, ils sont aussi dans le même état d'esprit que les jeunes. Donc effectivement, les gens n'ont pas pris la mesure des bouleversements et
Et c'est d'ailleurs et c'est d'ailleurs l'erreur de Macron, parce que je veux dire, il avait 40 ans et il aurait pu prendre la mesure de ce désir de changement, de cette Afrique connectée, et qui n'en voulait plus de ce système-là. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il y a plein de gens, alors pas tous, mais il y a énormément de gens dans les services, chez certains ambassadeurs, qui ont encore des réflexes qui sont des réflexes insupportables. Ils s'en rendent même pas compte d'ailleurs, hein. Oui, bien sûr que, mais ça fait partie de la méconnaissance du continent africain, parce que pour connaître le continent africain, je pense qu'il faut y aller. Et ces gens-là, quand ils vont en Afrique, ils vont pas sur les marchés, ils vont dans les palais. Et donc ça, ils s'aperçoivent pas, ils voient pas les changements. Il faut y aller, il faut s'asseoir, il faut aller discuter dans les maquis, et là vous comprenez ce qui se passe. Mais c'est pas ce qu'ils font, donc ils ont effectivement une méconnaissance, beaucoup n'y vont pas non plus. Et il y a à l'intérieur du système français énormément de gens qui n'ont pas pris la mesure de la révolte, et qui la comprennent pas d'ailleurs, hein. Donc oui, je vous donne raison. Oui, mais Leslie, je suis tentée de vous demander si finalement ce que vous relevez là, c'est-à-dire la méconnaissance, l'incompréhension de la jeune génération africaine, n'est pas la conséquence finalement d'une délégation excessive de la politique africaine de la France à deux corps. Un corps des groupes d'entreprises privées, les Total, les Bolloré, etc. d'une part, et d'autre part à des militaires. Délégation à l'armée qui s'est peut-être accélérée avec Barkhane, avec François Hollande au Mali. Et c'est finalement les militaires ont continué à gérer comme à la coloniale, dans le temps, complètement déconnecté de la réalité. Et vous signalez vous-même que le conflit avec les terroristes a été géré uniquement par les aspects militaires. Et cette faiblesse de la diplomatie française et son remplacement par l'armée date quand même il y a quelques décennies. Je me souviens très bien que l'ambassadeur Laurent Bigot dénonçait déjà cette espèce de mise à l'écart des vrais diplomates chevronnés qui connaissent l'Afrique. Est-ce que finalement l'intervention au Mali n'a pas accéléré la mise au second plan des vrais diplomates qui auraient pu comprendre les choses et transmettre réellement les données de terrain réel à Emmanuel Macron, alors que les militaires avaient tendance à jouer au gros bras. Faites-nous confiance et nous allons régler par des armes ce problème. Ce qui, Alors, Brigitte, vous avez raison. En fait, il y a eu ce qu'on appelle la séquence de la militarisation de la politique africaine de la France, qui commence sous Hollande, pour une raison très simple. C'est que Laurent Fabius ne s'intéresse pas à l'Afrique, donc il laisse ça à Le Drian et à son cabinet. Le Drian qui est à la défense à ce moment-là, et donc commence l'opération Serval, et c'est les militaires qui prennent en main. Et en fait, toute la problématique vient de là, c'est-à-dire que les militaires montent leur Barnum. Serval est une réussite. Bon, après, moi je mets des guillemets à réussite, parce que la réussite, elle se lit des années après. Mais d'un point de vue tactique, voilà, Serval était une réussite, on revient pas dessus. Mais en fait, c'était pas une réussite parce qu'on n'avait pas de volonté politique. On avait juste un objectif qui était de reprendre des territoires. On l'a fait, et après, so what? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est l'armée qui a effectivement géré toute cette histoire. Elle a monté Barkhane, qui n'avait aucun sens, même militaire. Il n'y avait pas de but politique. Le seul but politique que Hollande a donné à l'époque, c'était voilà, on intervient. Au départ, l'opération devait se mener comme ça, je le raconte dans le bouquin. C'était on reste 2 mois, ça nous coûte 200 millions d'euros, et 2000 hommes et une élection. Donc l'élection de 2013, d'ailleurs, souvenez-vous,
Hollande, lorsqu'il dit je veux qu'il y ait une élection en août, c'est lui qui décide de l'élection, de la date de l'élection qui doit y avoir lieu au Mali, même si c'est pendant la saison des pluies, même si c'est alors qu'il n'y a jamais d'élection pendant la saison des pluies, même si personne n'est prêt, même si voilà. Hollande dit je veux qu'il y ait une élection au mois d'août 2013. Et donc effectivement, à ce moment-là, c'est l'armée qui prend le Sahel en main, quoi, mais pas finalement presque toute l'Afrique de l'Ouest, dans la mesure où Laurent Fabius ne s'intéresse lui qu'au Moyen-Orient. On est dans les grandes périodes de négociations sur l'accord, ce qu'on a appelé le JPCOA, qui était l'accord iranien. Donc Fabius est sur le Moyen-Orient et il n'est que sur ces questions-là et il laisse l'Afrique à Le Drian. Et il laisse donc l'Afrique à la défense. Et ça, c'est la grande erreur. Mais c'est pas l'erreur des militaires, c'est l'erreur du manque de politique. Vous pouvez pas faire une guerre sans avoir aucune vision, sans savoir ce que vous voulez avoir au bout, sans avoir une direction politique. La guerre, c'est que la continuation de la politique. Donc les militaires là-dedans, ils ont fait le job. Et puis, alors les généraux ont fait des bêtises en montant Barkhane, et effectivement. Et Madame Varenne, Madame Varenne, je suis désolé de vous interrompre parce que bon, je suis un peu le perturbateur pour ce space-là, donc je m'en excuse. Mais là encore, il y a un point qui peut sembler être un point de désaccord. Moi, j'ai un regard systémique sur tout ça. Quand vous dites, par exemple, vous responsabilisez les politiques à juste titre, bien évidemment, mais si on n'a pas un regard systémique sur tout ça, on pourrait se dire, par exemple, simplement, ce sont les politiques, bien évidemment, responsables qui donnent des ordres et tout ce qui s'ensuit. Mais sauf que, de l'Occident, de façon générale, ou bien de la France, ou bien de certains pays européens, on a parfois, par exemple, des périodes où des militaires cessent de répondre aux ordres, sont en position d'objecteur de conscience. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que il y a un inconscient raciste et colonialiste dans les forces françaises sur le continent africain qui est assez documenté aussi et sourcé, sans se lancer dans la grande littérature. Vous prenez par exemple, il y a un spécial qui a été fait par le site Africa 21 que vous connaissez sûrement, qui montre à quel point ces gens-là sont très fans, par exemple, de quelqu'un comme Lougan. Donc, même ces militaires qu'on veut innocenter, là, c'est le rayon selon moi, bien évidemment, donc c'est assez subjectif, c'est le rayon d'un grand système qui a aussi des relents néocoloniaux, racistes parfois, qu'il faut voir. C'est pour ça que dans la dénonciation, si non, mais à la fois, vous êtes paradoxal, parce que moi, je vous parle de système et vous me dites, bon. Ah, d'accord, j'ai cru percevoir qu'on déresponsabilisait les militaires, qu'on faisait une hyper responsabilisation. Surtout les généraux qui ont été, au moment de Serval et de Barkhane. Ouais. Simplement. D'accord, parce qu'il y a un inconscient raciste chez eux qu'il faut aussi rappeler. Bon, alors, mais je pense qu'il faut la laisser peut-être développer sur ce point-là, notamment sur les généraux. Allez-y, Leslie Varenne, s'il vous plaît, sur les généraux. Oui, il y avait au moment de Serval des généraux qui étaient à la manette et qui ont pris des choses en main et qui ont fait beaucoup de bêtises. Et notamment mais il faut voir aussi à ce moment-là, ils sont sur la victoire de Serval pour eux. Et puis, alors la victoire de Serval, elle a été ovationnée par tout le monde, les pays européens, les Américains, personne n'y croyait, etc. Et ils sont dans cette espèce d'euphorie. J'essaye pas d'excuser, je donne les clés pour comprendre, je dresse un peu le tableau, quoi. Et donc ils sont dans cette espèce d'euphorie de la victoire. Et ensuite, ils n'envisagent pas la suite. Et Ali a raison, il y a encore dans l'armée certains militaires qui ont des relents de colonialisme, mais pour avoir côtoyé beaucoup de militaires pendant tout le temps tout le temps que j'ai passé au Sahel, il n'y a pas que ça. L'armée, c'est pas une uniformité. Il y a plein de gens qui pensent différemment. Il y a des militaires qui aiment beaucoup l'Afrique. Il y a des militaires français qui arrivent au Mali et c'est la première fois qu'ils vont en Afrique, ils comprennent rien, ils restent 3 mois
ils ont rien compris à ce qui leur était arrivé. Il y en a d'autres qui ont un inconscient colonial et qui mettent encore des photos dans leur bureau de la colo. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas uniforme, quoi. Vous avez des tas de gens différents dans cette armée. Ce que moi je veux voir, c'est la place qu'a eu l'armée dans ce système-là. Et pendant tout le temps d'Hollande, c'est vrai que c'est l'armée qui a décidé. Ça a changé avec Macron, parce que lui a mis fin à la militarisation de l'armée, c'est-à-dire qu'il a mis une ministre de la Défense qui avait pas le poids qu'avait Le Drian. En fait, Le Drian avait surtout du poids parce qu'il avait un collaborateur qui s'appelait Lewandowski, et il y avait des généraux qui étaient des généraux importants autour de lui. Macron, quand il arrive, il met fin à ça. C'est-à-dire qu'il met d'abord, il change le titre du ministère. Il l'appelle plus la défense, il l'appelle les armées, ce qui est quand même très symbolique. Et ensuite, il met Florence Parly, qui connaît rien à la défense. Donc c'est pas elle qui va pouvoir venir lui tenir tête. Florence Parly ne va faire que ce que Macron lui demande de faire. Et à ce moment-là, il rapatrie le dossier Sahel à l'Élysée. Ça ne se gère qu'à l'Élysée. C'est pour ça que je dis que j'intitule l'itinéraire d'une défaite, parce que c'est presque une défaite personnelle, vu qu'il a géré tout seul ou avec 3-4 collaborateurs cette affaire-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'antériorité, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de bêtises qui ont été faites avant, ça veut pas dire que l'armée a pas ses responsabilités. Mais vous voyez ce que le portrait, le dessin que je veux faire, quoi. Très bien. Il est pile poil 22 heures là où je suis. On va donc ouvrir le space justement à ceux qui souhaitent poser des questions à Leslie Varenne. Et la première personne que j'ai fait monter, et je demande à Christelle de faire monter les autres qui demanderont la parole et dans l'ordre de les faire prendre la parole. Je donne la parole donc à Mex Sommet qui, en plus d'être là, est aussi un membre du panel de débat de cité MKO. Mex. Maître, juste 30 secondes Oui. de détente. Vous ne connaîtrez pas une Sylvie Varenne qui vous a marqué quelque part parce que vous insistez sur Sylvie plutôt que Leslie. Non, c'est Leslie que j'ai dit, je pense. Hein. D'accord. Oui. Ali, tu me cherches. Mex Sommet a la parole. Bonsoir Leslie Varenne, bonsoir tout le monde, c'est Maxence Sommet, donc si tu te souviens Leslie, moi j'aimerais te poser deux questions. La première c'est la suivante. Quel a été le rôle du politique et du militaire côté français dans la décision qu'a pris l'opération Serval d'amener les FAMA partout au nord du Mali où ils dégageaient les terroristes et les djihadistes et de les laisser en dehors de Kidal et d'y ramener le MNLA qui avait été chassé par ses alliés du début du conflit, c'est-à-dire AQMI et Ansardine notamment. J'aimerais savoir qui a pris cette décision-là, l'armée ou le politique en France. Parce que pour moi, le divorce entre Serval ovationné au Mali et Barkhane Aïe au Mali, il part de là. La deuxième question que j'ai à vous poser, c'est la suivante. Vous expliquez en quoi Macron n'a rien compris en Afrique. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que la technostructure africaine elle-même a compris ce qui s'est passé entre les années 2015 à 2019 dans leur propre pays? Je parle de Ibrahim Boubacar Keïta, je parle de Roch Marc Christian Kaboré en particulier. Est-ce que vous croyez que ces deux-là avaient mieux compris que les autorités françaises ce qui s'est passé dans leur pays? J'ai pris la parole que pour vous poser ces deux questions. Amine, lève la main, Amine. Est-ce qu'on peut faire question après question? Oui, tout à fait. Non, peut-être que Amine, Leslie Varenne, si vous pouvez prendre des notes, ce serait bien. Parce oui, qu'il nous reste une petite heure. Oui, il nous reste une petite heure pour être dans les... D'accord, ok, ça marche. Alors, prenez peut-être note après note, et puis c'est pas important de retenir les gens qui ont posé des questions. L'essentiel est de répondre. Non, je disais que Amine avait levé la main. Est-ce que c'était pour réagir instantanément ou c'était pour prendre la parole à la suite? Non, c'était pour prendre la parole, maître. Donc, je laisse la parole à Christelle qui va distribuer la parole à ce stade-là. Christelle.
Merci. Là, je ne vois plus d'autres mains levées pour les questions. Je sais pas. OK. Nous avons Détouré qui lève la main. Alors, Non, Détouré, vous avez... c'était Amine avant, je crois. OK, d'accord. Alors, Amine, vous avez la parole pour poser vos questions à Leslie. D'accord, bonsoir maître. Bonsoir tout le monde. Ali, bonsoir. Leslie, Brigitte, Max, voilà, tout le monde, plus Détouré. Donc moi, j'avais plutôt un commentaire assez général parce que je pense qu'au cours des dernières décennies, c'est pas que Macron, hein, l'Afrique, en tout cas notre continent, est en train de changer très rapidement du point de vue politique, du point de vue économique, du point de vue social, voire du point de vue culturel. Il y a une réaffirmation ou plutôt une recherche d'affirmation des souverainetés qui s'exprime aussi d'ailleurs par une recherche de diversification des partenariats internationaux. Donc on navigue dans un paysage multilatéral qui est nouveau, qui est en constante évolution, mais en France, depuis, je crois, Sarkozy, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, ou encore, ou maintenant Emmanuel Macron, l'impression que j'ai, c'est que les Français, en tout cas les politiques français qui travaillent sur le continent africain, n'ont pas suffisamment actualisé leur approche diplomatique pour s'adapter à ces changements rapides. Si vous vous souvenez des décisions, par exemple, comme l'intervention en Libye, hein, le président Déby, à l'époque, avait dit il y a eu une intervention de l'OTAN en Libye, mais il n'y avait pas de service après-vente. Donc, il n'y a pas de planification post-conflit. On s'était focalisé excessivement sur les solutions militaires, d'ailleurs même dans le Sahel, sans traiter les causes profondes des instabilités. Et on a apporté un soutien à des régimes contestés qui ont conduit donc à une érosion de l'influence française d'une certaine manière, et puis une détérioration des politiques ou des relations, en tout cas diplomatiques, avec plusieurs pays. J'ai toujours dit que ce qui manque à la diplomatie française, c'est une modernisation, un upgrade de son logiciel en réalité, parce que euh, la France est perçue comme, enfin, elle n'est pas perçue, elle est totalement déconnectée en fait en ce moment, que ce soit le Quai d'Orsay ou le ministère de la Défense ou le ministère de l'économie, le ministère des Finances, en tout cas tout ce qui est intelligentsia politique française et qui travaille sur l'Afrique est totalement déconnecté, alors que sur la même période, d'autres acteurs internationaux ont renforcé leur présence en proposant des partenariats qui sont basés davantage sur des intérêts mutuels, des intérêts économiques d'abord, et puis d'autres types d'intérêts aussi. Donc ça, c'est pas qu'Emmanuel Macron. Moi, je pense que Emmanuel Macron, il est venu, il a juste accéléré un mouvement d'ensemble qui a commencé depuis, je crois, la fin du mandat de Chirac, qui était dans l'ancienne Afrique francophone, francophile, quasi gaulliste, attaché à Mitterrand, attaché à De Gaulle, attaché à tout ce que vous voulez. Et puis Sarkozy est venu donc avec une posture, le fameux discours de Dakar, avec lequel il pensait créer une rupture, mais en réalité très vite il a été rattrapé. Et puis ensuite Hollande, c'est pareil. Et puis aujourd'hui, comment il s'appelle, Emmanuel Macron. Moi, je suis d'accord avec Leslie, hein, d'une certaine manière, et en désaccord avec Ali, au-delà sur la question de la compréhension même de ce qui se passe. C'est vrai qu'il fait partie d'un système, il y a de l'impérialisme derrière, il y a tout ce que vous voulez pour maintenir les intérêts de la France dans le monde et en Afrique en particulier, mais il y a une véritable incompétence aussi, je crois, de sa part. Une des toutes premières choses, et puis je vais chuter ici, qu'il avait faite, c'était les deux erreurs d'ailleurs, assez symboliques, même si les gens ont passé. Dès qu'il est devenu président, il crée un conseil présidentiel pour l'Afrique, donc où il a pris voilà des bonhommes que personne ne connaît, qui ne connaissent pas grand-chose aussi sur le continent. Déjà, on ne sait même pas exactement quel était leur rôle auprès de lui d'ailleurs. On s'en fiche de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils veulent faire en Afrique, mais le rôle qu'ils jouent au sein du système français, personne n'a compris. Ça, c'est un. Et puis de deux, je me souviens quand il avait fait sa fameuse conférence à Afrique-France, je sais plus dans quel, à Montpellier, c'était au sud de la France, je crois, où il n'avait pas invité de chef d'État. En tout cas, il avait invité ce qu'il appelait
la jeunesse, la diaspora, la société civile africaine pour avoir un dialogue avec eux, oubliant simplement que les États se parlent avec les États, quoi. Les États ne parlent pas à d'autres États via leur société civile. Donc, je pense que ça, c'est évidemment il y a toutes les histoires de peau et autres. Donc, je pense que il s'est perdu. Mais en réalité, les autres avaient commencé déjà par bouillir le chemin. Donc, la confusion s'était installée depuis Sarkozy. Ça a continué avec Hollande et puis ça finit maintenant avec Emmanuel Macron. Et c'est une très bonne chose d'ailleurs pour le continent africain. C'est pas mal non plus en fait que on arrive à une situation où on va avoir des relations d'adultes plutôt que des relations de paternalistes, quoi. Merci. Merci beaucoup, Amine, pour votre intervention. Alors, nous laissons la place à Détouré pour sa question. Merci bien, merci à tous, merci à Leslie qui se prête à nos questions. Moi, je suis content de ce space parce que, bon, nous, ce qu'on disait depuis quelque temps, maintenant, c'est bien dit et c'est bien documenté par quelqu'un qui vient de France et ça nous réjouit. Et là, ce que je voulais dire d'abord, hein, c'est, on est, il y a une des questions que Mex a pris en charge. Le deuxième aspect que je voulais développer, c'est que il y a une dynamique de changement en Afrique qui n'est pas forcément perçue, hein, ou bien on fait semblant de ne pas connaître. On est dans une Afrique qui est de plus en plus décomplexée et cela a commencé avec nos dirigeants qui connaissaient bien la France et autres, les Alpha Condé et autres, tout ça. Et aujourd'hui, les jeunes Africains sont décomplexés, hein. Ils veulent de plus en plus que leur Afrique se développe, les ressources soient plus orientées vers leur pays. Et malheureusement, l'échec d'Emmanuel Macron en Afrique, ce n'est pas seulement son échec en Afrique. Emmanuel Macron a échoué même en Afrique et au plan national sur lui, hein. Pourtant, il était censé être le Mozart de la finance. Et malheureusement, il a échoué sur tous les plans. Ma question, elle est la suivante. Est-ce que, au-delà de la France-Afrique, il existe réellement une stratégie africaine de la France? Parce que ça n'existe pas. Moi, je ne perçois pas une réelle stratégie africaine de la France. Ça sera ma première question. La deuxième question, s'il doit avoir une stratégie africaine de la France, il faut qu'elle s'adapte aujourd'hui aux changements en cours et qu'elle s'inscrive dans une dynamique de gagnant-gagnant. C'est une dynamique où les Africains ne sont plus prêts à brader leurs ressources pour qui que ce soit. Donc, si elle doit se faire, elle doit fondamentalement se rebaser sur cette nouvelle dynamique-là, où nous sommes dans une relation gagnant-gagnant. Et si elle n'est pas faite, les Africains sont suffisamment conscients et sont dans une dynamique stratégique où ils composent avec tout le monde. Celui qui veut travailler avec l'Afrique, c'est fondamentalement c'est ce shift-là qu'il faut avoir. Si on n'a pas ce shift-là, c'est difficile. Ma dernière question, moi je ne comprends pas toujours jusqu'à présent comment les politiques françaises ont joué contre le Quai d'Orsay, parce que quand on regarde l'obstination de la France à vouloir composer avec une partie des populations du nord du Mali contre le reste du Mali, même au détriment des conseils des diplomates français. Je n'ai pas compris cette obstination qui a même poussé. Et moi, je n'arrive pas encore à comprendre ça. Est-ce que le Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères français, reçoit des rebelles au Quai d'Orsay quand on sait que la distinction entre rebelles et djihadistes n'est pas trop claire. Et donc, il reçoit pour moi, à l'époque, il reçoit en fait des djihadistes au Quai d'Orsay. Je ne comprends pas ça jusqu'à présent. Et je ne comprends pas aussi cette obstination à vouloir accompagner une partie des gens du Nord. Je ne sais pas quelle est la stratégie qui est derrière tout ça. Je n'arrive pas à comprendre. Si Leslie peut nous expliquer un peu ça, moi, ça va me permettre d'avoir plus de visibilité sur ce que la France veut réellement. Merci. Merci Détouré. Nous croyons que Leslie prend bien les notes et elle va nous revenir tout à l'heure. Alors, nous laissons la place à Souté qui nous a rejoint. Est-ce que vous avez une question pour Leslie Souté? Oui, il y a une question. Bonsoir tout le monde, frère Amine, Ali. Moi, je vous ai écouté attentivement. Ma question, c'est, je pense que Macron ne s'est pas trompé. D'ailleurs, le frère Ali a dit tout à l'heure, à travers l'intervention
de l'armée française en Afrique, c'est simplement que il a perpétué en fait le mépris qui a toujours existé dans l'escarcelle des politiques françaises, quoi. Parce que je vous mets au défi, par exemple, de trouver un mot, ne serait-ce que de travers, ou d'écouter un responsable militaire français qui parle, par exemple, du Maghreb, c'est-à-dire qui dit notre avenir, je sais pas, c'est l'Algérie. Il faut qu'on fasse des plans pour revenir, je sais pas, dans 10 ans, ou en tout cas d'avoir ce langage méprisant vis-à-vis des pays du Maghreb. On ne trouvera pas ce message-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle d'Afrique, ils sont persuadés que quand c'est les Noirs, parce que disons la vérité, quand c'est les Noirs, c'est plus facile en fait de les balancer en fait des inanités, de les insulter et qu'il n'y a pas de réponse en retour. Et c'est ça la réalité. Donc, toute la politique française en Afrique repose sur une chose, c'est parce que le rapport de force qu'ils estiment imposer aux Africains, en l'occurrence aux Noirs, ils savent qu'ils l'ont toujours gagné. Mais, sauf qu'aujourd'hui, Macron, moi, le fait même de dire que Macron s'est trompé ou il ne connaît pas l'Afrique, revient à une seule chose, c'est de dire que, il voulait une rupture avec la politique de ses prédécesseurs. Non, il voulait pas de rupture. La seule chose, en fait, il y a la réalité qu'il a rattrapée, c'est qu'aujourd'hui, c'est que les Africains, au-delà même de dire que oui, nous avons envie d'être indépendants, la souveraineté, c'est toutes ces petites phrases-là humiliantes qui, quand on met de bout en bout, on se dit qui nous disent que la coopération elle est essentielle. Mais quand nous disons que oui, nous voulons que la coopération, qu'il y ait des structures différentes, nous disent que nous sommes contre eux. Nous sommes contre leur politique, nous sommes contre la France, nous sommes contre les intérêts français. Et tout ça là ne marchera plus. D'ailleurs, je vais donner un dernier exemple, après je vais m'arrêter. Quand on prend l'ancien ambassadeur Nicolas Normand, qui passe dans les médias français, qui est d'ailleurs plutôt modéré, qui reconnaît, oui, il faut que la France arrête, que l'intervention militaire, tout ça là que ça s'arrête. Mais quand on voit ses écrits sur Twitter, ça renvoie à ce que Macron a dit, c'est-à-dire de mobiliser l'ensemble des médias français pour permettre de redorer l'image des Français. Parce que les politiques françaises pensent que quand nous disons ou nous parlons de souveraineté, c'est simplement une forme de manipulation d'une autre puissance étrangère. Donc, il faut faire plus pour que nous revenions dans le giron français. Bon, je vais m'arrêter là pour pas me mélanger. Mais moi, c'est ça ma question. Je pense que Macron ne s'est pas trompé. C'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui le rattrape, qui rattrape les politiques françaises. C'est que, ça ne sera plus comme avant. Et plus les générations vont arriver, plus nous allons nous radicaliser. Merci. Merci. Je peux rappeler les questions pour Leslie, hein. Si elle les a pas notées, je peux les lui rappeler. Voilà, mais bon, je crois qu'elle a. Ok, merci Ali. Je note tout très scolairement et très consciencieusement. Parfait. Alors, Souté, merci pour votre avis. C'était vraiment enrichissant. Mais là, vous n'avez pas posé de questions particulières. Donc, est-ce que je reviens sur cette question-là? Est-ce que vous avez une question particulière pour Leslie ou c'était juste pour apporter votre avis? Allons laisser la parole à Abdoulaye. Abdoulaye, est-ce que vous avez une question pour Leslie? Oui, bonjour. Allez-y, bonjour. Oui, voilà, ma question, est-ce qu'elle peut nous expliquer, Question particulière parce que pour moi, la France n'est plus dans le centre du jeu, en fait. Pour moi, en fait, la décision des Africains se fera en Afrique et parler de Macron ou de la France, c'est ce que je pense. Donc, je voulais simplement dire ce que je pense. J'ai pas forcément de questions. Non, mais on vous a entendu, vous n'avez pas de questions. Oui. Donc, on vous a Ma question que je voulais poser, on a un peu parlé de le bilan de Macron par rapport à l'Afrique. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec le ressentiment anti-français ou anti-politique française? J'aimerais savoir si elle peut nous expliquer un peu s'il n'y a pas un lien avec le sentiment anti-français ou le sentiment anti-politique française en Afrique. Merci. Merci Abdoulaye. Est-ce que nous avons d'autres questions? Non, je pense que Leslie Varenne peut répondre aux questions qui ont été posées. Monsieur Kanté va attendre. Bon, je commence pas tout à fait dans l'ordre, mais je vais répondre à Amine parce que
En fait, j'étais d'accord avec tout ce qu'il a dit et ça me paraissait très intéressant. Il a rappelé Montpellier. Alors, je peux donner une information, c'est que j'ai appris il y a pas très longtemps qu'il y aurait un Montpellier 2, c'est-à-dire que malgré l'échec et malgré la façon dont Montpellier 1 a été très mal vécu, ils sont en train de préparer un Montpellier 2, je pense à peu près sous le même format. Donc ça répond à un certain nombre d'autres questions qui fait que quand on parle du manque de compétences et comment on n'analyse pas non plus les erreurs, les échecs et les fautes et qu'on recommence les mêmes, là, à mon avis, on est dedans. Amine, vous avez dit à un moment donné que, et pour vous, il y avait un manque de modernisation de la diplomatie française. C'est le seul point avec lequel je suis pas d'accord avec vous. C'est pas un manque de modernisation, c'est un manque de vision. On n'a plus de vision, on n'a plus de vision du monde. On reste centré sur notre nombril et on ne regarde pas le monde tel qu'il est actuellement. Je veux dire, si vous voyagez un peu, vous voyez bien que la France se rétrécit, et que le reste du monde avance à une vitesse absolument incroyable. Et on n'a pas de vision par rapport à ça. J'écoutais encore Villepin l'autre jour, il dit des choses extrêmement justes. La France est complètement absente des grands enjeux du monde actuellement. Et j'ai fait ce livre sur la défaite de Macron parce que j'ai analysé ces 7 dernières années. Donc j'aurais pu analyser les 30 dernières années et faire un livre de 150 000 signes. Mais j'ai analysé cette séquence-là, mais on peut analyser les mêmes choses se passent au Moyen-Orient, parce que vous regardez l'Afrique, mais si vous regardez le Moyen-Orient, la France est complètement absente du Moyen-Orient, alors qu'il y avait une place au Moyen-Orient, et notamment dans des pays comme le Liban. Je veux dire, Macron a fait au Liban. A fait à Beyrouth ce qu'il a fait à Pau ou ce qu'il a fait à Gao, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est pas un manque à mon avis, hein, c'est pas un manque de modernisation, c'est un manque de vision, c'est un manque de stratégie, c'est un manque de capacité à voir le monde tel qu'il est en train de changer. Et le monde change vraiment très vite. Alors après sur la question de Mex, quel a été le rôle de la politique? Si c'était le politique ou le militaire qui a empêché l'entrée dans Kidal? À ma connaissance, là, on est en 2013, hein, c'est encore Hollande, et à ma connaissance, là, je pense que Hélène Le Gall a joué un rôle. Hélène Le Gall, à cette époque, était la conseillère Afrique de Mitterrand. Je pense qu'elle a joué un rôle. Et en fait, c'est assez compliqué. Faut revoir la séquence. Faut se souvenir de ce moment-là. Les soldats français sont montés dans le nord du Mali avec les soldats maliens. Les soldats maliens ont commis énormément d'exactions et les Français étaient quand même très embêtés de ça. Il y avait avec eux les Tchadiens qui ont pas fait dans la dentelle. Donc il y a eu un moment, et c'est pour ça que je suis pas très critique avec ça, où ils se sont demandé si les femmes arrivent à Kidal, est-ce que il va pas y avoir un massacre, et ils voulaient pas être responsables de ça. Donc ça c'est un point, j'ai pas d'avis là-dessus, vous voyez, parce que ça peut s'entendre. Maintenant et là où c'est compliqué, c'est que Vous l'entendez? Je l'entends plus. Son micro est fermé. C'est moi. Ah, son micro. Ah, d'accord. Son micro est fermé. pourquoi vous m'entendez, ou est-ce que vous Oui, m'entendez maintenant, plus? oui. On vous entendait plus, mais on vous entend maintenant. D'accord. Donc c'est là où ça revient où on revient à la question de Touré, et avec la question de Juppé qui reçoit le MNLA.
c'est une longue histoire. Ça commence avec la guerre en Libye, c'est-à-dire que les rebelles maliens et nigériens faisaient partie de la Légion verte et protégeaient Kadhafi. Donc on sait pas, mais on sait plus ou moins quand même que à ce moment-là, les services français ont été voir les Touaregs maliens, nigériens qui protégeaient Kadhafi, mais surtout les Maliens, en leur disant abandonnez Kadhafi et nous on vous promet. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont promis, c'était pas une indépendance, mais c'était une certaine forme d'autonomie, etc. Et donc ensuite il y a eu la création du MNLA. La création du MNLA, bon, elle a été, je parle pas du HCUA, je parle pas de tous les rebelles de l'Azawad, mais le MNLA, clairement, il y a la main des Français dans la création du MNLA. Mais c'est pas la raison. Et puis la France a toujours eu un peu un tropisme touareg, mais c'est pas la raison qui fait qu'ils rentrent pas dans Kidal. Vous voyez, c'est des histoires complexes. Voilà, c'est un peu difficile de revenir là-dessus oralement, mais dans mon livre, je décris ça, je pèse tous mes mots et je décris ça, je pense, d'une façon assez claire. Sur l'autre question de Mex, est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité des technocraties africaines? Alors, je sais pas si je les appellerais technocratie, mais est-ce qu'il n'y a pas la responsabilité d'Ibeka et d'Europe? Bien sûr, il y a leur responsabilité. Il a plutôt parlé de technostructure. Technostructure, oui, pardon, mal noté. Mais bien sûr que il y a la responsabilité d'Ibeka et de Rogue dans cette affaire et que c'est un échec collectif. Moi, j'analyse la politique d'Emmanuel Macron. J'analyse pas celle d'Ibeka et de Roch Marc Christian Caboret, même si j'en parle beaucoup dans le livre et que c'est toute une dentelle cette histoire-là. Mais bien sûr qu'ils sont responsables. Et leur première des responsabilités, en revanche, là où je suis pas d'accord, c'est qu'ils connaissaient très bien, et Ibeka connaissait très bien son pays, et Roch connaissait, alors il connaissait pas mal la situation militaire, mais il connaissait quand même les enjeux de son pays. Et les deux ont commis une erreur majeure, et je leur en veux beaucoup de ça, parce que ça a été une des raisons qui ont fait flamber le Sahel, c'est que les deux créent des milices. Roch, Marc-Christian Caboret crée les Colo-Ego et Ibeka en sous-main, bien entendu, ils le disent pas, hein, et Ibeka crée Dana Bassagou. Et ça va être ça va faire monter le niveau de violence, ça va être un vivier pour le recrutement des djihadistes et l'erreur de Macron, par exemple. Moi, j'aurais été président français à ce moment-là, au lieu de dire je sais pas quoi et de leur parler mal, j'aurais simplement dit moi, je ne peux plus vous suivre et la France ne peut plus faire la guerre si vous continuez à alimenter vos milices. Et j'aurais conditionné l'aide de la France à l'arrêt des milices. On peut pas essayer de pacifier si d'un autre côté on crée d'autres groupes armés, ça c'est pas possible. Donc voilà, donc je pense qu'ils connaissaient très bien et qu'ils ont joué avec les instruments qu'ils avaient. Alors les milices au Mali, il y en a toujours eu. Bandaïdzo, Kandakoy, vous connaissez tout ça par cœur. Mais au Burkina, il n'y en avait pas eu. Ça n'existait pas. Donc voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mec. Donc après la question, si Souté pose une question, enfin moi j'ai entendu une question, Macron s'est trompé ou non? Oui, Macron s'est trompé parce que c'est paradoxal dans ce que vous dites. Vous dites il s'est pas trompé parce que il voulait défendre le système, mais le système il l'a pas défendu puisqu'il a été à la rupture. C'est parce qu'on lui demandait, c'est parce que le système lui demandait de rompre avec l'Afrique. Au contraire, on lui demandait de continuer et de pas perdre l'influence française en Afrique. Quand je dis on, c'est Rally, c'est le système. Donc voilà. Donc oui, Macron s'est bien trompé. Évidemment qu'il s'est trompé.
il n'est pas arrivé là où il voulait arriver. Et en plus, vous remarquerez qu'il ne parle plus du tout du Sahel et plus du tout de l'Afrique, comme chaque fois qu'il essuie des revers, et il met ses dossiers derrière lui, comme si ces échecs n'existaient pas. Mais oui, c'est un échec, et c'est un énorme échec qui va marquer ces deux quinquennats, bien évidemment. Alors, Abdoulaye, j'ai pas bien compris le lien avec le sentiment anti-français. Le rejet de la politique française, comme je l'ai expliqué au début, il remonte à bien avant. Mais c'est encore une fois, c'est la conjonction de cette Afrique qui change, de cette Afrique qui évolue, des réseaux sociaux, de l'arrivée de la Russie, du changement du monde, parce que le centre de gravité se déplace de l'Occident vers les pays du Sud. C'est tout c'est toute une conjonction d'éléments qui fait qu'on en arrive où on en arrive là. Mais ça veut pas dire que j'ai pas raison d'analyser les échecs de Macron, parce que je pense que c'est bien les échecs de Macron et que c'est bien la défaite de Macron, parce que on aurait, si vous voulez, je pense que là où nous en sommes arrivés, c'est bien pour l'Afrique parce qu'on assiste à une deuxième décolonisation, que ça serait arrivé de toute façon parce que c'est le sens de l'histoire et que c'est dans la marche du monde. En revanche, ça aurait pu se passer différemment et ça aurait pu être moins conflictuel et on aurait pu garder des relations apaisées, être des vrais partenaires, faire des partenariats gagnant-gagnant, essayer justement de faire des partenariats dans l'industrie, voilà, et ne pas couper les aides au développement, ne pas couper les visas, de la façon dont ça a été fait notamment au Niger après le coup d'État au Niger, ne pas fermer le lycée français, enfin toutes ces choses-là qui sont d'une stupidité navrante. Voilà, je sais pas si j'ai bien répondu à toutes les questions et je vous le droit de, comme c'est pas fini, je vous donne le droit de m'en poser d'autres et de commenter ce que je viens de dire. Oui, mais ou bien mettre, non, mettre, Non, non, Ali, je vais te laisser c'est parler bon, tout à l'heure. vous, C'est pour dire qu'on va faire donc d'accord, après toi d'accord. un dernier tour de table et on profitera justement pour que Leslie Varenne ait l'occasion justement de conclure. Brigitte, c'est quand tu veux. Ali, c'est quand tu veux. Ali. Oui, moi, déjà il y a la parenthèse qui a été ouverte sur les Touaregs. Madame Leslie l'a avoué, la France avait la main dedans. Est-ce que dans ses recherches, elle est quelquefois tombée sur des projets de sécession de toute cette zone-là qui datent de depuis la période coloniale et qui ont été entérinés aussi par certains services postérieurement à cette période? Est-ce qu'elle est tombée sur ce genre de carte-là, oui ou non? Et puis, je veux ajouter encore deux ou trois points. Par exemple, elle a évoqué le cas de l'aide au développement. Moi, à titre personnel, je pense que l'aide au développement, c'est justement un instrument de ce que, en tout cas pour connaître un peu les écrits de Madame Varenne, elle dénonce. L'aide au développement, c'est un instrument du soft power français. C'est un instrument, je pourrais même dire, même de l'impérialisme économique français. Ça a toujours été un instrument de chantage. Et puis, quand on essaie d'avoir des analyses économiques alternatives, ça ne sert concrètement à rien. Donc, quand on s'en sépare ou que la France décide de ne plus le donner au Niger, à la Côte d'Ivoire, tout ça, moi, pour moi, c'est pas, en tout cas, dans mon regard, c'est pas vraiment quelque chose. Ali. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose, Excuse-moi, voilà, Ali est venu ici pour s'opposer. Il n'y a pas de motif d'opposition là, Ali. Oh mais c'est bien parce que je voulais faire le perturbateur, mais là elle est toute d'accord Et avec moi, donc là ça m'embête. tu Bon, es le perturbateur perturbé parce que je vois que tu cherches par tous les moyens les éléments d'opposition. Exactement, non, mais c'est bien parce que quand elle dit des choses que je veux qu'on me dit en Côte d'Ivoire, bon, en griffe insérer le coup, automatiquement elle fait la feinte et puis elle me prend le vitesse. Donc bref, c'est pas bien grave. Arrive, hein. Non, mais, alors donc il y a Kanté, exactement. qui avait demandé la parole, il y a Toronto. Non mais maître, il y a un troisième point qui est aussi où je voulais peut-être là être d'accord avec elle ou bien essayer d'être de signifier, c'est la fameuse dichotomie que certains impulsent entre, oui, d'une part, c'est nos chefs d'État qui sont responsables, et puis d'autre part, est-ce que
elle n'estime pas qu'en réalité, les chefs d'État sur le continent qui seraient responsables et dont on séparerait la rentabilité de la France sont une extension de cette politique-là et vice-versa. Je crois que la dichotomie, pour moi, ne tient pas. Je dis, ces chefs d'État-là sont partis prenant de tout un système qui font fonctionner avec aussi les chefs d'État français. Bon, là, c'est Macron. Donc, il faut pas les dissocier. Il faut bien comprendre qu'ils agissent en fonction de l'intérêt du système qui les nourrit de part et d'autre de la métropole. Je voulais Voilà. juste rebondir justement pour donner la parole à ceux qui l'ont demandé pour qu'on soit pile poil à l'heure, de manière à ce qu'on ne puisse pas déraper justement parce que Leslie Varenne a été là à parler pendant 2 heures de temps. Je voulais donner la parole à Kanté et donner la parole à Toronto et Didier B. Dutel demande aussi la parole. Je vais la lui donner. Après ces 3 personnes, on va donc revenir à Leslie Varenne qui va donc répondre et puis faire ses conclusions. Et on donnera la parole à Amine, à Mex, à Brigitte et à Ali et à Détouré pour conclure. Non, mais Donc, si vous permettez, oui, parce que ça oui, a un lien avec allez-y. Brigitte a tous les droits. Brigitte a tous les droits et c'est moi qui décide. Et Brigitte, tu as tous les droits. je le prends. Non, je voulais relancer un peu Leslie. Elle a parlé de la promesse faite aux supplétifs qui ont été retournés pour dézinguer Kadhafi. Je voudrais demander s'il n'y a pas un peu un relent de Biafra derrière cette façon de faire, c'est-à-dire qu'on vous promet un territoire et comme c'est grâce à nous que vous l'auriez, toutes les ressources du sous-sol, ben, finalement vous ferez affaire avec nous. Et il y a une deuxième question qui concerne la question de la coopération gagnant-gagnant qui revient souvent. C'est que ça fait quand même longtemps. Je crois que ça remonte à 2013, à la veille d'un sommet Afrique-France ou Europe-Afrique, où l'Institut Montaigne avait fait une étude. Lionel Zissou était impliqué, qui avait pris la grande décision de transformer la coopération en coopération gagnant-gagnant et que l'avenir entre la France et l'Afrique dépendait de cela. Je suis tentée de demander qu'est-ce qui n'a pas marché finalement. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu cette coopération gagnant-gagnant alors que tout le monde était persuadé que c'était l'avenir et que c'est ce qui allait sauver la relation. Merci. Juste, Kanté peut prendre la parole, à sa suite Toronto et enfin Didier. Donc Kanté, Toronto et Didier. Bon, bonsoir maître, bonsoir Madame Varenne, bonsoir à toutes. Moi j'avais 2 questions qui sont un peu différentes, mais enfin qui mettraient un peu, je pense, un peu d'ordre en tout cas dans l'histoire que je me fais et je voulais savoir au niveau des partenaires parce que on a vu que en tout cas j'ai pu aussi entendre dans certaines interviews de Madame Leslie Varenne que je crois qu'il y a personne qui voulait vraiment suivre la France dans cette opération Takuba. On a vu aussi les Américains depuis les années 90, depuis Bush père, qu'ils ont des discours assez virulents sur la France en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, où il y a pas mal de sénateurs qui sont sortis pour dire que ils étaient contre le pied carré, cette histoire de pied carré, et que la France devait arrêter cette façon de voir l'Afrique comme son petit joujou. Et ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce qu'on n'était pas en face d'un méli-mélo de quelque chose qui était emmêlé, que la France, ou en tout cas Macron, n'arrivait plus à s'en sortir. Quand on voit un peu aujourd'hui toutes les personnes qui ont été échangées, que ce soit dans la DGSE, que ce soit au garde, enfin à la défense ou au ministère des Affaires étrangères. Est-ce qu'on n'a pas assisté aussi à un renouvellement ou à une Macronie, une mutation de la France en Afrique et l'hégémonie en tout cas de ce qu'il essaye de faire. Même là, on voit actuellement de Macron qui vraiment veut reprendre la main comme il le fait dans tous les services. On l'a vu dans le sport, on l'a vu dans la santé, on l'a vu dans pas mal de choses où vraiment il souhaite réellement reprendre la main et repartir de zéro. Où il le dit souvent, il veut vraiment tout casser pour reconstruire. Et est-ce qu'on n'assiste pas à ça actuellement?
Donc voilà un peu mes deux questions. Toronto a la parole. Alors oui, merci. Moi, je voudrais seulement faire un commentaire et seulement de conseiller aux Africains de ne pas se laisser tromper encore une fois par les Occidentaux. Parce que moi, je suis Sénégalais qui a vécu 34 ans en Occident, 12 aux États-Unis et 22 au Canada. Et je peux vous dire est qu'il y a un problème fondamental avec les Occidentaux envers les Africains. C'est que ils nous voient comme inférieurs à eux. Pour moi, selon ma expérience au Canada et aux États-Unis, c'est que même le blanc le plus pauvre, drogué, sans abri, croit qu'il est supérieur à l'homme noir qui est le plus riche. Et donc, ce problème fondamental n'a pas changé, même sur les enfants. Et donc, ça, si ça va pas changer. Et donc, quand ils nous viennent, et je vous ai seulement conseillé les Africains de ne pas se faire tromper quand ils viennent et vous dire qu'ils veulent des coopérations gagnant-gagnant ou égal à égal. Parce que c'est seulement pour nous tromper comme ils l'ont fait durant l'esclavage, le néocolonialisme et tout ça, là. Et c'est pourquoi ce n'est pas, je ne suis pas anti-occidentaux, mais si ce problème n'est pas fixé, rien ne va pas changer. Ils vont seulement venir nous tromper d'une façon ou d'une autre pour entrer dans la maison et ensuite nous exploiter comme ils l'ont fait avant, quoi. Et donc, c'est seulement le seul commentaire que je peux faire. Merci pour la parole. Merci. Merci beaucoup. Alors, je donne 2 minutes à Christelle pour conclure, pour que Leslie Varenne puisse partir et se réveiller à 7 heures du matin. Merci, maître. D'abord, je voulais dire que mes aînés ont bien conclu. Et pour ma part, je voulais juste ajouter quelques mots pour clore. Donc, comme on le disait tout à l'heure au tout début, maître a parlé du droit d'aînesse, qui est si important en Afrique, et Emmanuel Macron semblait ne pas bien comprendre cela. Donc, merci de m'avoir donné la parole en dernière et d'avoir respecté ce ordre-là. Donc, moi, je tenais simplement à remercier d'abord maître parce qu'il est l'initiateur de cette plateforme-là. Merci vraiment pour sa vision et son soutien. Et grâce à ça, nous avons pu réaliser ce space-là. Je voulais aussi dire merci à Leslie parce que son expertise vraiment était d'une grande utilité. Et ce soir, ce débat était vraiment très intéressant. Nous avons exploré des questions vraiment cruciales concernant la politique française en Afrique, en particulier la manière dont Emmanuel Macron a abordé cette relation complexe. Nous avons vu aussi comment les erreurs de stratégie et la méconnaissance des réalités locales ont conduit à un échec retentissant. Alors, ce débat a vraiment révélé l'importance de comprendre la dynamique culturelle et historique pour établir vraiment des relations internationales fructueuses. Donc, le constat est que pour les pays africains, ils sont en train de forger de nouveaux partenariats avec d'autres puissances mondiales et ils cherchent désormais à définir leur propre avenir. Donc, pour terminer, je veux encore dire un grand merci à tout le monde, surtout à l'équipe qui a assuré la coordination, à Irène, à Coco, à Ibrahima et aussi merci à tous les intervenants. C'était très intéressant, on n'a pas vu le temps passer malgré qu'on a débordé de plusieurs minutes, mais nous pouvons constater que nous sommes encore nombreux, ce qui est vraiment une preuve que ce sujet était vraiment très intéressant. Merci pour votre engagement et votre contribution. Je n'ai plus rien à dire à ta suite, Christelle. Tu as tout dit. Et en plus, tu inverses le droit d'aînesse. C'est toi qui parles en mieux, en vrai. Et puis, ton mot est le mot de conclusion. En disant simplement un grand merci à Leslie Varenne pour lui dire qu'elle revient ici quand elle veut. Je suis pour le dialogue des cultures, la rencontre des différences et faire en sorte aujourd'hui que partout où on est aussi différent que l'on est, l'on puisse simplement avoir des démarches véritables les uns vis-à-vis des autres dans un contexte de respect, de courtoisie et de reconnaissance mutuelle. Leslie Varenne. Allez, à bientôt et merci à vous tous.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.